Enregistré. Je ne sais pas si il enregistre ou pas. J'espère qu'il Il y a un enregistre. point rouge. C'est parti. Donc, bonjour. Après tous ces évoirs, je m'appelle Essan Kayal. Donc, je suis en ATER à l'Université de Caen. Quelques mois encore, pas un mois et demi. Et donc, je voulais vous présenter un projet qu'on a mené à la station biologique de Roscoff ces dernières années sur un groupe de microalgues proches des dinoflagellés qu'on appelle les syndyniales, précisément le genre Amebophrya. Comme présentation. Moi, je peux enlever. Bon, j'enlève le masque. Yay! Donc, quand on parle de parasitisme, c'est un mode de vie assez répandu. En milieu marin, il est très, très répandu. Je vous ai mis quelques exemples emblématiques, que ce soit des isopodes, des sacculines, sur les crabes, des acelles, des coraux, les myxozoa, des poissons. Ce qui est ces parasitismes ont un impact assez important, notamment sur des espèces qui sont exploitées par l'homme. Si on prend le cas de l'huître, on voit qu'on a pas mal de parasites unicellulaires, bactériens, que ce soit les fameux Perkinsus qui amènent une masse de mortalité, ou des rhizarianes qui impactent, qui sont intracellulaires, ou même des bactéries. Donc, ça pour montrer que donc le parasitisme, qui est très répandu en milieu marin, a aussi un impact majeur pour les espèces exploitées. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde beaucoup de ces parasites, quand on regarde les parasites eucaryotes unicellulaires, eh ben, ils appartiennent à un groupe assez particulier, les alvéolés. Et c'est plus particulièrement beaucoup d'apicomplexes. C'est un groupe de parasites, notamment des parasites qui contiennent aussi des parasites humains, hein, comme Plasmodium, Toxoplasma, mais également donc Perkinsus, le parasite de l'huître. Et ce qui est aussi intéressant à retenir, c'est que ces apicomplexes, en fait, c'est des groupes sœurs des dinoflagellés, qui sont un des groupes majeurs du phytoplancton, enfin, du plancton plus précisément, la moitié des dinoflagellés étant autotrophiques. Et dans l'ensemble, dinoflagellés plus apicomplexes forment un groupe qu'on appelle les Mysozoa, qui sont toutes deux sœurs des ciliés. Un groupe qui est majoritairement hétérotrophique. Donc, je vais faire un zoom dans les dinoflagellés. Et quand on regarde les dinoflagellés eux-mêmes, on a le groupe, ce qu'on appelle les dinophycés, les vrais dinoflagellés vrais. Ça va beaucoup plus vite que j'avais prévu, ces animations automatiques. C'est pas grave. Les dinoflagellés vrais, les dinophycés, vous avez tout un groupe qui sont à la base, qui sont les syndyniales, qui pendant longtemps étaient regroupés sur des critères surtout morphologiques, mais que les phlogistes moléculaires ont subdivisé en 5 groupes de ce qu'on appelle les MALV, Major Marine Alveolates, les groupes d'alvéolés marines majeurs, voilà en gros. Et qui comprennent notamment Hematodinium, qui est une espèce modèle qui infecte beaucoup les crustacés, notamment les mollusques crustacés, et qui a un impact économique assez important. Je vous ai déjà parlé de Perkinsus, qui se retrouve à la base, du coup, des dinoflagellés, des dinophycés. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, nous, c'est ce que j'ai entouré en orange brun. Oui, le MALV2.
c'était un groupe à la diversité assez importante. Récemment, notamment le projet, que ce soit le projet Tara ou avant ça, les échantillonnages du plancton dans les eaux temporelles sous-tropicales qui ont été faites, ils ont retrouvé des représentants de ce groupe vraiment dans tous les océans, surtout en zone côtière et saumâtre. Et notamment, nous avons un papier avec un étudiant qui était en thèse et qui avait montré la diversité cryptique de ce groupe-là, qui sont morphologiquement très similaires, mais quand on fait de la génétique, on voit une diversité assez sous-estimée. Donc, dans ce groupe, nous allons nous intéresser, comme j'ai dit au début, au genre Amoebophria. Alors, Amoebophria, donc unicellulaire parasite, dont un vieux dessin des années 60, on voit en haut à droite, a un cycle de vie assez particulier. Si on part des dinospores, c'est dommage que je n'ai pas de... Est-ce que je peux... Oui, voilà. Je ne sais pas, j'espère que les gens ils me voient aussi, ma souris, j'espère. Ouais, ouais. Mais en zoom, ouais. Donc, quand on part des dinospores, toutes petites cellules qui ont une fluorescence naturelle verte, vont infecter un hôte, souvent un hôte dinoflagellé, mais pas que. Et une bonne portion des espèces d'Amoebophria ont la particularité d'aller s'installer dans le noyau de leur hôte. Donc, on a le noyau de l'hôte en rouge, et les Amoebophria vont s'installer dans le noyau et le digérer, mais complètement. Et ils vont se développer à l'intérieur du noyau et à un moment donné, ils vont maturer. Donc, on a différents stades, stade d'infection au début, initial, intermédiaire et ce qu'on appelle le stade profond ou beehive, en fait, où vous avez des divisions partielles des parasites qui sont encore reliés par leur membrane. Le mastigocèle qui va avec le mastigocèle au milieu, qui va du coup émerger de l'hôte sous une forme qu'on appelle le vermiforme, qui est une forme très à la durée de vie très courte, mais la natation assez rapide. Je vous remontrerai une vidéo après. Et très fragile parce que dès que vous la touchez, elle explose en des centaines, des milliers de dinospores. Et donc ça va aller recréer donc ça va donner des milliers de dinospores qui vont réinfecter et ainsi de suite. Le cycle assez simple de ce syndignal. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les dinospores ont une durée de vie de 2 à 15 jours. Ils ne vivent pas très longtemps dans la colonne d'eau. Donc, ils doivent trouver leur hôte assez rapidement. Et la période intracellulaire de développement de l'emparasite, ça peut aller de 40 à 70, 80 jours. Pardon, 80 heures, pas jours. Oui, 40 à 80 heures. Donc, c'est assez rapide. Mais il faut aussi savoir que les dinoflagellés ont une particularité qui est qu'ils ont la capacité de s'enquister si les conditions ne sont pas favorables. C'est-à-dire que la cellule va aller en repos et donc va aller couler vers le fond et attendant que les conditions redeviennent favorables. Et si elle n'a pas été recouverte par le sédiment et qu'elle est remise dans la colonne d'eau, quand les conditions sont favorables, elle peut reprendre sa vie. Et si une de ces cellules est déjà infectée par le parasite va survivre à l'intérieur de l'hôte et ainsi pouvoir aussi se développer, arrêter le développement et puis après reprendre son développement pour pouvoir infecter les nouvelles efflorescences d'hôtes. Et ainsi, vous avez une cohérence temporelle entre le parasite et son hôte. Ce n'est pas le bon mot, mais ça donne une idée. Récemment, nous avons produit des génomes de deux de ces parasites, deux espèces qui n'ont pas été nommées au niveau espèce, la souche 120 et la souche 25, c'est pas très intéressant le nom. On a mis en évidence des particularités assez originales, même pour des dinoflagellés, sachant que les dinoflagellés, à noter en les génomes les plus grands connus dans le vivant, ça peut aller jusqu'à 100 gigapaires de base, par rapport à l'humain qui a 2,7, je crois.
Voilà. Les Amebopria, eux, ils sont un génome très, très compact, très petit, entre 100 et 150 mégapaires de base. Ils ont perdu pas mal des voies métaboliques, mais qui arrivent souvent quand on devient parasite. Hein, quand on est parasitisme, on a tendance à perdre des voies qui sont redondantes avec son hôte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces syndigniales ont perdu leur place. Alors, chez les alvéolés, il y a eu, après la séparation chez Mysozoa, la théorie, c'est qu'après les séparations avec les ciliés, l'ancêtre commun avait été phototrophique et avait un plast qui a dégénéré en un apicoplast chez les apicomplexes, d'où le nom, mais qui joue, même s'il n'est plus photosynthétique, joue quand même un rôle important, notamment dans la synthèse de iron sulfur cluster, des clusters fer-soufre, et notamment, et que ce plast est remplacé chez les groupes de dinoflagellés autotrophes quand ils ont recapturé un plast. Chez Amebopria, le plast a complètement disparu. En plus, il y a eu des pertes de certains molécules membranaires dans la mitochondrie pour la chaîne de transfert d'électrons. Donc, qui est très, très dérivé, justement. Et entre autres, il y a eu d'autres, notamment le complexe 3, qui a complètement disparu. Et d'ailleurs, la chaîne d'électrons, elle est déphasée. Mais on en reviendra à ça après. Le caractère peut-être génomique le plus original pour les Amebopria, c'est la présence d'un nouveau type d'intron qu'on appelle les introneurs. C'est des éléments répétés, très courts, qui ont non seulement des répètes inversées, mais aussi suivis de régions répétées directes, et qui forment une structure en stem loop. Je ne connais pas le mot en français. Donc, on va garder ça comme ça. Et qui sont très dérivés, qui ne sont pas retrouvés dans les familles d'introneurs qu'on a été décrits ailleurs. Et donc, on n'est pas l'épissage encore, le mécanisme d'épissage, mais on sait que au moins deux, trois des ARN, des micro-ARN qui sont utilisés pour l'épissage manquent dans ces espèces-là. Donc, on est en train de chercher à savoir sa maturation. Mais en attendant, voilà, c'est quand même des introns qui, entre 15 et 30% des gènes de Amebopria, c'est des introns qui sont dans ces gènes-là et qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Mais on sait que les gènes qui ont ces introns-là sont les gènes les plus dérivés en séquence. Donc, est-ce que la présence de ces introns a permis la diversification génétique du génome? Ça, c'est une des hypothèses qu'on a posées. Et je finis juste pour le côté génomique. Récemment, un autre groupe qui avait publié un génome partiel d'Amebopria juste avant nous d'une autre souche avait même dit que Amebopria était la première espèce aérobique eucaryote qui a complètement perdu son génome mitochondrial. Malheureusement, je pense que c'est faux parce qu'avec un collègue, un pote, nous avons mis en évidence en fait la présence de ce qu'on pense être le génome mitochondrial le plus dérivé et le plus petit, où le gène canonique CO1, COX-1, dont une partie a migré vers le noyau, a quand même la partie la plus importante qui est ici en vert, surlignée en vert, et qui et du coup bind les cuivres et l'oxygène, qui a quand même le rôle le plus important dans la protéine, et dans un contigue, dans un chromosome linéaire qu'on pense être dans la mitochondrie, basé sur en retrouvant le contigue, en faisant des annotations et en montrant que le contigue a des télomères, ce qui est quelque chose qui est récurrent pour les chromosomes linéaires, et en plus que ce contigue a un GC content, donc un pourcentage GC qui est très très bas par rapport au pourcentage GC nucléaire qui est de à peu près 53%.
Puis aussi, on a mis en évidence que les mécanismes pour l'expression et la réplication de ce génome étaient encore là. Donc, en gros, voilà, c'était pour un peu faire la pub aussi de mon récent papier dans M2. Mais bon, vous êtes venus écouter l'histoire des zombies, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas un cours sur le génomique de la microalgue. Et c'est là que, si je ne fais pas de bêtises, je vais essayer de changer l'écran de partage. Donc, donnez-moi 30 secondes. J'y arrive. Alors, nouveau partage. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Et c'est là que je ne retrouve plus ma vidéo. Ah bah merde alors. Non, je ne retrouve plus ma vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est ça, mais il faut que j'arrive à le partager avec les collègues du... Ah, voilà. Voilà. Donc, on voulait parler de zombies. Et si je voulais vous attirer sur votre attention, je vais vous montrer une très courte vidéo de cellules d'un dinoflagellé, Scripsella acuminata, qui est infecté par des amoebophria. Et il faut savoir que toutes les cellules que vous voyez en rouge, c'est la fluorescence du plast, du chloroplaste. D'accord? Et quand vous avez du vert, c'est la fluorescence du parasite qui est dans la cellule. Et je voudrais que vous fassiez attention au milieu de l'écran, une cellule qui va venir qui va venir dans le champ de vision, mais pas que. Donc vous voyez des cellules qui nagent, rouges, et là vous voyez une cellule qui est à moitié vert et à moitié rouge, mais qui continue à nager. Vous en avez plusieurs. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des cellules infectées qui sont dont vous avez un parasite, je vous avais dit dès le début, qui a complètement digéré le noyau et qui représente une grosse partie de la cellule hôte, mais qui semble ne pas déranger l'autre qui continue à nager comme si de rien n'était. Et c'est là que... Et merde, en fait, les collègues n'ont pas vu le voir, en fait. Je vais refaire. Je vais refaire la vidéo, j'espère. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc je disais, donc on voit une cellule hôte qui est un peu rouge, donc vous avez encore un peu de plast, et donc qui est aussi très vert, donc vous avez du parasite qui est à l'intérieur, qui s'est bien développé. Vous êtes en fin de stade trophonthe. Ah, c'est parti. Donc l'infection ne semble pas impacter la natation de l'hôte. Donc, on retourne sur la présentation. On peut fermer ça parce que sinon il va peut-être s'arrêter. Ah, excusez-moi, j'ai pas la... Voilà, donc, donc les zombies, juste une petite définition de qu'est-ce qu'un zombie. Alors, l'origine du mot zombie vient du créole. Zombie, folklore vaudou. C'est soit quelqu'un dont on a pris le contrôle de ses actions par magie, soit quelqu'un qui a perdu toute volonté. D'accord? Donc, le cas d'organismes parasités qui ont perdu le contrôle ont été documentés, hein, notamment dans les milieux terrestres. Hein, on en connaît beaucoup. Que ce soit des vers plats qui infectent des snails, des escargots ou des champignons pour les arthropodes ou des virus carrément sur ces jolies chenilles. Ça a déjà été mis en évidence. Hein, et donc, ces organismes infectés changent complètement de comportement de sorte d'augmenter les chances de reproduction du parasite. Mais ça insinue que le parasite a un contrôle direct
sur son hôte. Bah, nous, on est parti regarder chez notre cas, est-ce qu'on a un contrôle direct ou pas, d'une manière ou d'une autre. Et bah, on a montré que juste en faisant des comptages d'ARN au cours de l'infection, on voit tout simplement, hein, je vous avais dit que le noyau qui est récapitulé ici est complètement digéré par le parasite. En parallèle, vous avez aussi une diminution nette au cours de l'infection en heure du nombre d'ARN de l'hôte et en parallèle l'augmentation de l'ARN du parasite. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'on a aussi mis en évidence récemment, c'est la chromosomophagie. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est le noyau de l'hôte sain. Avec ses chromosomes, il y en a beaucoup, hein, vous avez dit, c'est des génomes géants. À droite, en B, vous avez un hôte infecté avec 2 parasites, justement. Et vous voyez déjà, la taille des chromosomes a diminué, ils commencent à être digérés un peu. Et en fait, ce qu'on a mis en évidence avec des reconstructions 3D basées sur des coupes, si vous voyez, une vacuole qui absorbe des chromosomes. Donc, en reconstruction 3D, voilà ce qui arrive. Les chromosomes de l'hôte, au bout d'un moment, sont absorbés par le parasite. Et on a mesuré les volumes de ces chromosomes. On a montré une diminution significative de ces volumes de chromosomes. D'abord, par osmotrophe, par ce qu'on appelle la parasite osmotrophe. Donc, on ne voit pas encore de vacuole. Mais au bout d'un moment, quand les chromosomes semblent être de assez petite taille, vous avez carrément de la phagotrophie. Donc, on a appelé ça la phase osmotrophe et puis la phase phagotrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps, les organelles restent intactes. Là, c'est des reconstructions de la taille des organelles, que ce soit au niveau les pyrénoïdes ou le chloroplaste de l'hôte, qui est autotrophique. Hein. Vous avez aussi la mitochondrie, hein, vous avez un maintien du volume de ces organelles. Et quand on regarde au niveau de l'expression de l'ARN, une manière de montrer la fonctionnalité des organelles, mais aussi, on voit que en comparant pour les mêmes voies métaboliques, donc ici c'était la voie transfert d'électrons de la voie phosphorylation oxydative de la mitochondrie ou pour la phase claire de la photosynthèse, on a une augmentation, attention, pas réelle, mais une augmentation apparente des ARN encodés, des gènes encodés par ces organelles par rapport aux gènes encodés par le noyau. Et ce qu'on a aussi montré, c'est que vous avez aussi une fonctionnalité des antennes photosynthétiques pendant toute l'infection, qui dure 40 heures. Et après 40 heures, vous avez une chute parce que les cellules de l'autre commencent à exploser et sortir. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a aussi montré, c'est que le parasite dépend complètement de son hôte, presque complètement de son hôte pour produire beaucoup d'inospores. Donc, si vous faites élever vos parasites dans des hôtes qui sont la lumière, ils produisent beaucoup d'inospores en rouge. Mais si vous les élevez dans le noir, ils produisent presque pas d'inospores. Donc, le parasite a intérêt à garder l'hôte, pas en vie, mais à ne pas toucher à ces organelles. Alors, on peut se demander, d'accord, les organelles, on peut comprendre. Pourquoi? Bon, les organelles produisent des organites qui peuvent être intéressants, qui peuvent être utilisés par l'eau, du sucre. Mais alors, pourquoi les chromosomes? Qu'est-ce qu'il y a dans le chromosome? Il faut savoir que pour les chromosomes, c'est des gros barres de chocolatés. C'est des chaînes de sucre avec du phosphate et avec du soufre, beaucoup d'azote. C'est très nutritif pour un organisme qui sait l'utiliser. Ouais. En gros, 40% de chromosomes, c'est des nucléotides, hein, donc c'est du sucre et des groupes phosphatés. Hein. Et ça, c'est vraiment la bonanza. Hein, c'est les caravane d'Alibaba pour tout parasite qui sait l'exploiter.
Et donc, nous avons aussi, du coup, on essaie de regarder notamment si ça influence du coup, les voies métaboliques du parasite, notamment au niveau énergétique. Et on a montré que oui, notamment dans le métabolisme du sucre, le parasite va surtout utiliser la partie de glycolyse qui est génératrice d'ATP, aussi pour s'enchaîner d'électrons. Et notre théorie, c'est que le parasite va aussi stocker pas mal d'énergie. On ne sait pas encore sous quelle forme, parce que le parasite, dès qu'il est en phase libre, ne se nourrit plus. Donc, doit se nourrir, de survivre que de son énergie qu'il a accumulée en phase interne. Alors, donc, aussi, elle ne produit plus d'ATP à travers Oxphos non plus. Donc, elle a vraiment intérêt à stocker beaucoup d'énergie. Donc, le fait d'avoir accès à ces chromosomes, c'est vraiment un plus. Alors, comment elle se nourrit exactement au niveau cellulaire? Une des théories, c'est que les parasites ont ce qu'on appelle des intravascular networks. C'est des structures qu'on voit aussi chez Toxoplasma qui sont utilisées pour capturer, pour absorber des lipides de son hôte. Ces parasites-là, ils ont aussi ça, mais on ne sait pas exactement pourquoi ils l'utilisent. On n'a pas trouvé les structures moléculaires, les mêmes molécules. C'est pas encore, c'est en cours d'étude. Voilà, j'ai fini. Je conclue juste que donc un Mebopria, c'est un super parasite hein, qui, notamment, grâce à la chromosomophagie, un nouveau terme qu'on a inventé, en même temps que zombification, permet d'exploiter une ressource qui est finalement pas vraiment exploitée quand on y pense pour les parasites. Ce projet, en fait, c'était basé d'un gros ANR produit surtout par l'Orgueillou, Roscoff, mais énormément de personnes un peu partout, notamment pour le génome. En Belgique, ouais, un peu partout. Puis le pote au Canada, là, pour le papier particulier, mais le CEA. Donc, sur ça, voilà, si vous avez des questions, je suis preneur. Et en attendant d'avoir les questions. En attendant d'avoir les questions, je vous laisse avec le film d'horreur que je vais vous présenter, qui dure 1 minute 30. Vous voyez un autre parasité qui continue à nager. Mais vous voyez, il est en phase profonde finale. C'est le beehive ici, avec plein de petites cellules. Et regardez bien ici la partie apicale. Là, on peut deviner les flagelles du dinoflagellé qui continuent à se battre. Et là, la nage s'arrête. Je ne vous fais pas le bruitage, je le fais quand je le présente à des étudiants, mais vous êtes des adultes, je pense que vous ne voulez pas. Mais observez bien ce qu'on va voir sortir de ce pauvre dinoflagellé. Ah, il s'est barré. La nage devient très rapide quand le stade vermiforme, ce que vous voyez, sortir. Et le mode de natation change. Là, vous pouvez dire que cette fois-ci, l'hôte n'est plus mort-vivant, mais il est carrément mort. Il est explosé. Et donc, ça, c'est le stade vermiforme. Donc, c'est des centaines de milliers de cellules flagellées qui ont une natation assez synchronisée, en fait, ce qui est intéressant. On ne sait pas comment ça marche. C'est un nouvel ANR, du coup, qui est en cours pour étudier ces phases-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur ça. Je laisse tourner, du coup, l'enregistrement. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce que c'est classique? Je répète parce que la question, c'est est-ce que c'est classique d'avoir des génomes linéaires en mitochondrie? Chez les dinoflagellés, oui. Ah oui, c'est complètement linéaire. Oui, c'est 3 gènes qui sont encodés et c'est des centaines, on ne sait pas exactement combien, c'est plein de chromosomes linéaires. Et c'est ça, c'est comment. Les chromosomes linéaires, il y en a aussi dans certains groupes d'animaux. J'avais travaillé, on était les premiers à le montrer chez les cnidaires et les éponges calcaires aussi.
Alors, pour différencier les génomes mitochondrial et les génomes nucléaires, on peut déjà se baser sur le contenu en GC, ouais, qui est souvent dans la mitochondrie. C'est un génome qui est très, très pauvre en GC, à peu près 30%. Mais ça dépend des clades, et des clades où c'est différent. Après, on peut aussi regarder sur beaucoup de choses. On regarde aussi, déjà, il faut déjà s'interroger sur l'intégrité du contigue costéré de le chromosome. Le chromosome est complet s'il y a des structures, s'il est linéaire, des structures télomériques. Voilà, parce que si vous avez un contigue sans structure télomérique, c'est soit c'est partie d'un contigue, donc un chromosome plus grand, vous n'avez juste pas retrouvé, parce que sinon, au cours de réplication, bah, elle va disparaître. Et puis, une autre chose à faire aussi, c'est de regarder, par exemple, pour le cas chez les animaux, ce qui est bien, c'est de regarder s'il y a des changements de code génétique. Ça aussi, c'est un argument qui fonctionne assez bien, notamment si vous avez l'utilisation du codon TGA au lieu de stop, qui est dans le noyau, comme tryptophane chez les animaux. Ça, c'est aussi un argument. Enfin, chez l'une des deux souches ici, ce qu'on a, on a du frame shifting. En gros, vite fait, hein, pour être très, très succinct, voilà, en gros, il y a un codon, le GGC, dans le studio, qui n'est pas en bas, là, si on regarde, vous avez un frame shifting où le codon GGC est un codon rare qui apparemment n'a pas d'ARN messager pour d'être transfert pour le reconnaître. Et donc, en fait, ce qu'on appelle, vous avez le polymérase va s'arrêter et va du coup décaler soit de droite, soit de gauche. Et dans ce cas-là, plus 1, donc j'ai frame shift plus 1, à droite, pour retrouver un codon qui est plutôt reconnu. Et du coup, ça va continuer ça va continuer zut, la transcription, non, pardon, la traduction, oui, c'est le ribosome. Excusez-moi, c'est pas le polymérase, c'est le ribosome. C'est le ribosome qui va s'arrêter et c'est la traduction. C'est la traduction. Donc, vous avez beau faire regarder les ARN messagers, vous trouverez les mêmes frame shifts. Chez les éponges de glace, par exemple, ils ont du frame shift qui a été montré et un groupe d'éponges calcaires aussi. Non, on n'a pas fait de protéome, mais on a fait juste ADN, ARN. Et après, on a fait par similarité, notamment par la présence du domaine très, très conservé de ce gène-là, qui est représenté par là où vous avez la fixation du gène ici, qui est vraiment le domaine qui est conservé dans CO1, qui est le domaine clé pour cette protéine, et qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Ça, c'est les espèces pour lesquelles on a le génome complet, qui est très, très bien noté. On a même au moins un pour une souche et 2 chromosomes entiers pour la deuxième souche. On a même les télomères, le centre. Et donc, on a regardé partout et c'est le seul endroit où on a trouvé. Donc, ouais. On n'a pas encore 100% d'évidence parce qu'on n'a pas fait de protéomique. Enfin, en théorie, il y en a, mais je n'ai jamais trouvé les données. Ils ont disparu. Mais on a pensé qu'on avait assez on a considéré qu'on avait assez d'arguments pour dire que. Et surtout qu'on a retrouvé ce bout de COX-1 dans les 3 génomes disponibles. Et ça s'aligne très bien. Donc ça, c'est un autre argument. Génome complet. En fait, quand ils ont fait les génomes complets, ils ont des contigues en plus qu'ils n'ont pas pu assembler, ou alors c'est des reads qui n'ont pas lancé parce qu'ils n'ont pas pu les assembler. C'est dans ceux-là, c'est dans les bins, quand on bin les reads, c'est dans ça qu'on a cherché, et c'est là qu'on a trouvé ces reads qui s'assemblaient en des petits contigues qui pouvaient donner ce petit bout de CO1. Alors, mon idée, ma théorie, c'est qu'il y a aussi CO3 qui devrait être quelque part, mais il est tellement variable qu'on n'a pas que j'ai pas pu utiliser de référence pour le trouver. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur une approche de concentration et de capture et de concentration de mitochondries.
pour ces organismes pour pouvoir justement séquencer vraiment ce qu'il y a dans la mitochondrie, voir si vraiment c'est vrai ou pas. Et après, pour faire de la protéomique aussi derrière, si possible. Là, c'est un truc qu'on est en train de faire en ce moment. Là. J'ai une collègue d'ingénieur à Roscoff qui est en train de mettre en place le protocole. D'autres questions? Alors, la question, c'était sur la prévalence et est-ce qu'il y a une spécificité et comment ça peut impacter le maintien des populations. Alors, ça c'est le côté écologique chez moi fort. Nos expériences, on les a faites pour s'assurer qu'il y a 100% de prévalence, pour pouvoir essayer de synchroniser. Ceci étant dit, il y a eu des papiers qui sont sortis il y a quelques années par Laure et son ancienne étudiante thèse, maintenant qui bosse au CNRS, où ils avaient montré en fait que ces parasites régulent les populations d'hôtes. En fait, vous avez les pics en quantité de ces parasites qui suivent l'efflorescence de leur hôte. Mais c'est bon, c'est jamais à 100%. Il y a toujours des hôtes qui s'échappent, même dans les vidéos qu'on a vues. Hein. Et un papier qui vient de sortir d'un thésard, non, un postdoc qui a fini à Ifremer, où ils ont montré qu'apparemment, il y a des signaux que l'hôte peut émettre qui est reconnu par d'autres hôtes pour potentiellement s'échapper du parasitisme par Mobophria. Ils ne connaissent pas encore la nature du signal, mais ils ont montré qu'il y a une sorte de signal qui pourrait peut-être notamment enclencher l'enquistement, qui est une protection contre ce parasite. Quant à la question de la spécificité, en fait, la plupart de ces parasites sont très spécifiques. Beaucoup sont très spécifiques à une seule espèce, une seule souche d'une flagellée. D'autres, non, d'autres beaucoup moins. On peut faire plusieurs souches, par exemple, du genre Strepsella et d'autres, carrément plusieurs genres. Mais il y en a pas mal qui sont très, très spécifiques. Et justement, le but de cet ANR était de séquencer 2 pour voir si on peut voir dans les génomes une signature de la spécificité. Et la réponse est non. On pensait que justement les introneurs allaient jouer. Du coup, on ne sait pas. Parce qu'en fait, la troisième souche qui avait été séquencée partiellement, je dis partiellement parce qu'ils ont trouvé un génome chromosome de 90 mégapaires de base, alors qu'on a l'estimé en C-value à 120 ou 150. Donc, il manque déjà une grosse partie. Eux, ils avaient 0 introneur. Ils avaient tous des introns classiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû séquencer la partie, ou ils n'ont pas pu annoter la partie qui était bizarre, et du coup, ils ont balancé. Ça arrive souvent quand vous faites du génomique, et on fait pas mal de génomes, quand on ne peut pas annoter quelque chose, on met ça dans le bin et on dit c'est une contamination. Donc, on n'a plus que 2 souches pour lesquelles on a du génome. Et du coup, en variabilité de spécificité de ces 2 souches, ce n'est pas assez pour pouvoir prédire si une génomique de la variabilité, de la spécificité à son nom. Mais à la base, c'était ça l'idée de l'ANR. Même si on a trouvé en fait des trucs, je trouve personnellement beaucoup plus cool, mais parce que je suis un peu un geek et j'aime bien le génome. Alors, ça se passe où géographiquement, ces choses-là? Alors, ceux-là, ils viennent de la Panzée, une petite rivière, c'est la rivière la plus polluée en nitrate de France pour longtemps, qui se termine sa route pas loin entre Saint-Paul-de-Léon, nord du Finistère. Voilà. Donc, à l'embouchure de la rivière. Mais vous en trouvez des Amobophria vraiment dans toutes les zones tempérées, ça c'est sûr. Et je suis en train, personnellement, c'est un petit projet annexe que je suis en train de faire, c'est de voir si je peux trouver des signatures d'Amobophria au niveau tropical aussi, mais je n'ai pas encore trouvé. J'espère que ça ne vous donnera pas trop de cauchemars. D'autres questions? On arrête là? Bah, de rien. Au revoir. Alors, plus, déjà, on va arrêter l'enregistrement.